Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Multimillionnaire à peine 30 ans, issu d'une famille ouvrière de la Nièvre, Thierry Petit est un entrepreneur comme il en faudrait davantage, à savoir généreux, franc et empathique. Il a créé sa première entreprise à 26 ans et Showroom Privé est sa 4e création. Pour rappel, Showroom Privé est un site internet qui en 2006 a proposé de vendre en ligne des invendus de marques. À l'époque, il ose challenger le leader vendeprivé.com, désormais VP, et il n'a pas eu tort car 14 ans après sa création, l'entreprise atteint 616 millions d'euros de chiffre d'affaires, une cotation en bourse et 22 millions de membres à travers 8 pays dans le monde. Depuis son départ de l'opérationnel de Showroom Privé, il est aujourd'hui ce que l'on peut appeler un investisseur à fort impact positif. Il est dans tous les coups pour permettre aux entrepreneurs d'aujourd'hui de rendre le monde meilleur demain. Avec lui, nous abordons la crise d'hypercroissance et ses signaux faibles, les implications d'une introduction en bourse en parallèle d'une croissance, la stratégie de restructuration et son implémentation par les cofondateurs d'une entreprise, le redressement de Showroom Privé et son départ pour se consacrer à l'investissement à impact positif. Lorsque j'ai contacté Thierry pour une interview, je ne savais pas qu'il lancerait quelques jours plus tard la plateforme Made for All, sa structure d'investissement à impact, et que je vous recommande vivement d'aller regarder de près. J'ai découvert Thierry le jour de l'interview et je dois l'avouer, j'ai été bluffée par tant d'humilité et d'altruisme. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Thierry Petit, cofondateur de Showroom Privé et investisseur à impact positif. Thierry Petit, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous rencontrer, ravie d'échanger avec vous, non seulement par votre parcours qui m'a beaucoup impressionné et le virage à impact positif que vous prenez depuis quelques temps. Mais sans plus tarder, je vais vous demander si ça vous ne dérange pas de vous présenter, autant d'un point de vue professionnel que personnel. Voilà. Ok, bonjour. Alors moi, je suis Thierry Petit. Donc en termes perso, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants. Je suis issu d'un petit village de la Nièvre, en Bourgogne. Et puis j'ai fait des études d'ingénieur télécom. Et puis en faisant ces études, je me suis dit que finalement, j'avais pas du tout la fibre technique, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du marketing, plus du commerce. Et donc du coup, en sortant de cette école, j'ai commencé à créer des entreprises. La première était une entreprise, c'est un comparateur de prix, donc à la belle époque d'Internet, donc à la fin des années, début des années 2000, où c'était effectivement possible d'avoir 25 ans, de créer une entreprise, même si c'était encore beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. C'était un peu le Far West, donc c'était assez rigolo. Donc moi, j'ai créé ma première boîte, qui était Tobo.com, un comparateur de prix, que j'avais cédé au groupe Liberty Surf en 2001. 2001, pardon. Et ensuite, j'ai eu différentes expériences. J'ai touché à la presse, j'ai fait un tour du monde, j'ai pris aussi du temps pour moi, où j'ai vécu un petit peu de temps à Rio. Et puis ensuite, à mon retour du tour du monde, j'ai rencontré David Daillon. J'avais envie de recréer une entreprise. J'avais pas trop d'idées à l'époque, mais j'avais beaucoup d'énergie. Et puis, j'ai rencontré David qui m'a exposé son métier de déstockeur, qui m'a exposé un peu comment évoluer le métier, qui lui recherchait un associé qui avait une compétence à la fois marketing, financière et technique pour être capable de finalement digitaliser son métier. Parce que il s'agissait de ça à l'époque. Puis on a créé Showroom Privé tous les deux. En 2006, c'est ça ? En 2000, on s'est lancé en 2006. Voilà, j'ai voyagé de 2004 à 2006 et effectivement, on l'a lancé en 2006. C'est ça. Donc, c'est un site, pour le rappeler, même si tout le monde le connaît quand même, qui vendait en ligne des invendus de marque, en fait. Exactement. On est à la base un déstocker, c'était l'ADN de David. Et puis, on a digitalisé ce métier en travaillant et en vendant des produits invendus de marque à des consommateurs, en leur redonnant une seconde vie à travers une valorisation sous forme de vente événementielle. Et on redonne vraiment une vraie seconde vie au produit.
Ça a été un peu une épopée quand même, cette aventure. En à peine 10 ans, je crois, enfin un peu plus de 10 ans peut-être, vous avez atteint 600 millions d'euros de chiffre, une rentabilité à faire pâlir beaucoup de vos concurrents, je pense. Et surtout, vous avez atteint 1000 salariés, une valorisation à près de 1 milliard, je crois. Et en fait, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est non seulement effectivement cette réussite, alors qui s'est pas fait sans effort et sans travail, j'en doute pas, mais c'est surtout cette manière que vous avez eue de remettre les mains dans le cambouis une fois que vous avez vécu une crise. Oui. C'est-à-dire que j'ai forcément préparé un peu l'interview, et ce qui m'épate moi, c'est c'est les accidents et comment on se relève des accidents. Très clair. Il est vrai qu'on a eu donc de 2006 à 2015, 2016, 10 années de croissance folle, où effectivement le marché était en train de se faire. Donc il y avait un gros concurrent, VP, vente privée à l'époque, et puis plein de petits concurrents. Donc le marché était très peu lisible. Ouais. Mais à partir du moment où on est devenu le deuxième, c'est là où on a pris beaucoup plus de poids, parce que autant les marques avaient besoin de canaux pour écouler leurs invendus, autant c'était pas bien pour les marques d'être présents sur plein de sites. Donc il fallait, et en même temps il y en avait qu'un gros, donc il fallait quand même une alternative pour que les marques puissent choisir. Donc nous on a vraiment pris cette place alternative en se développant avec de l'innovation, là où VP était un peu plus lourd à l'époque. Donc on a lancé, alors maintenant ça fait rire parce que c'est un peu has-been, mais la livraison en 24 heures, on était les premiers sur mobile. On a sur vraiment... abonnement, je crois, c'était un abonnement. Alors on a aussi fait, on a été le premier dans ce secteur à faire de l'abonnement effectivement illimité. Donc on a pour une livraison illimitée, ouais. Exactement, essayer comme un challenger de travailler sur les failles du leader. À l'époque il livrait tardivement. À l'époque, il était un peu lourd parce qu'il était très gros. À l'époque, les frais de port étaient chers. Donc on a vraiment travaillé sur ces failles. On s'est construit, on était autofinancé aussi, donc ça c'est vrai que maintenant ça paraît un peu insensé. Donc comme on était autofinancé, on était obligé d'être rentable et de gagner de l'argent. Bien sûr. Sinon on n'allait pas financer. Et donc ça c'était plutôt très sain. C'était une volonté de votre part, vous vouliez pas de... Non, c'était pas une volonté, ça s'est fait comme ça. On avait chacun avec David eu des parcours d'entrepreneur auparavant, et puis c'est un modèle qui permet ça parce que on génère du BFR. Et en fait finalement on peut s'autofinancer. Après, jusqu'à un certain point où, à un moment donné, on avait en 2010 une belle boîte, on faisait 80 millions d'euros, on était rentable, mais en fait, au fond, on n'était pas identifié. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de fonds au capital. Ça peut paraître absurde, mais même certaines fois, des gens nous disaient « mais non, on ne croit pas à vos chiffres, etc. C'est pas possible, vous n'êtes pas financé ». Et il s'avère qu'en 2010, on a eu beaucoup de chance, qu'Axel Partner, qui était à l'époque... pas super connu en Europe, ça a été le premier investissement d'Axel en Europe, mais qui était celui qui a découvert Facebook, qui a décidé d'investir chez nous en 2010, et ça nous a donné un vrai coup d'accélérateur, parce qu'à partir de là, déjà on a pris conscience de ce que l'on avait fait, puis on a voulu aller encore plus loin, on s'est dit il y a vraiment une place à jouer à l'échelle européenne pour construire un acteur qui fera peut-être plusieurs milliards, et on veut avoir cette place. C'était aussi la thèse d'Axel, et donc du coup on a investi à ce moment-là assez agressivement. On a développé plein de pays, on a développé notre logistique pour aller plus loin, on a ouvert des nouvelles verticales, la maison, la beauté, etc. On s'est développé très fortement, on a investi dans la marque en faisant des campagnes de pub pour aussi que le grand public nous connaisse. Puis c'est là, de 2010 à 2015, où on a grandi énormément, peut-être de 80, je crois, à 600 ou 700 millions. 2015, on s'est introduit en bourse, donc tout allait bien, voilà. Et puis 2 ans après la bourse, toujours pareil. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et puis, il est vrai qu'à un moment donné, on a été dans cette phase hyper-croissance que connaissent beaucoup de scale-up en ce moment. Et puis, à un moment donné, ça se ralentit un petit peu. Et puis, vous êtes par contre assez lourd en termes de coûts, parce que du coup, vous avez ouvert plein de pays, vous avez ouvert des grosses logistiques, et puis, vous avez fait des prévisions qui sont peut-être pas au rendez-vous. Donc, c'est là où, du coup, votre structure de coûts, qui avait été toujours très lean et très légère depuis le début, était un peu lourde, et il a fallu effectivement aborder cette crise. Donc une croissance plus faible. Donc là, on commençait à perdre de l'argent. Donc il a fallu effectivement remettre les mains pour être très pragmatique en se disant, bon voilà, tel pays ne marche pas, on l'arrête. Là, on est beaucoup trop lourd. C'est quoi toutes ces personnes qui ont été recrutées ? Elles font quoi ? Donc non, on va revenir... Vous aviez pris un peu de distance avec l'opérationnel. C'est ce sentiment-là que vous éprouviez à l'époque ? C'est-à-dire que... Oui. Peut-être que vous avez donc l'entreprise a grandi, et de fait les cofondateurs en général s'éloignent un peu du terrain et donc perdent de vue la réalité. En fait, il y a 2 sujets, c'est-à-dire qu'à la fois on était très concentrés sur des aspects stratégiques
acquisition d'entreprise. On a racheté une société en Italie, Sali Privati, Beauté Privée en France. Ça prenait du temps. On a fait un gros deal avec Steinhoff à l'époque, Conforama, et puis 6 mois après, Steinhoff a capoté en bourse en Afrique du Sud et donc en Allemagne. C'est une société sud-africaine. Et du coup, ça a été repris par Carrefour. Donc, en 6-8 mois, on a fait tout un tas de choses stratégiques. Donc, forcément, nous, on était là, mais beaucoup plus sur des sujets stratégiques. Et les cadres de l'époque que l'on avait recrutés, en fait, pour vraiment driver l'opérationnel, n'avaient pas forcément mis les bons garde-fous pour nous alerter d'éventuelles défaillances. Donc, c'était vraiment les deux sujets. D'accord. Et effectivement, la leçon qu'on en a tirée, c'est que on n'était probablement pas suffisamment staffé, on n'avait pas forcément une finance aussi qui alerte, qui détecte un signal faible. Et puis on avait aussi, quelque part, on était beaucoup plus tourné vers l'extérieur, l'equity story, racheter des boîtes, etc. Donc elle se développait qu'à l'intérieur, structurer bien les dépôts pour être sûr que les stocks sont bien dans la bonne valeur, pour qu'il n'y ait pas mettre les bons outils pour grandir. Et c'est vrai qu'on s'est concentré beaucoup plus sur la partie développement que sur la partie gestion, et ce qui a été effectivement problématique quand on a grandi et quand on a connu cette crise. C'est intéressant de savoir qui est capable d'alerter sur des signaux faibles, comme vous dites, d'avoir les bonnes personnes. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'organisation ou de personnes, mais parfois les deux. C'est beaucoup les deux, parce que vous savez, même... c'est du reporting. On avait à l'époque mis des cadres qui étaient censés, effectivement, en qui on avait confiance, et donc on avait donné un peu, on va dire, les clés sur l'opérationnel, parce que si vous êtes là toujours, vous allez pas les castrer ou pas les laisser s'exprimer. Et puis, il est vrai que du coup, on avait quand même des signaux qui revenaient je pense que l'erreur qu'on a commise, c'était là, de salariés qui étaient là depuis très longtemps. Mais en même temps, on se disait, ils vont pas contourner ces cadres parce que voilà. Donc, on leur disait, mais attendez, voyez avec telle ou telle personne qui gère ça. Mais on a des choses qui remontaient quand même. On n'a pas prêté assez attention parce qu'on se disait, ces personnes qui étaient là n'aiment pas le changement, donc voilà. Mais en fait, on aurait pu quelque part le voir. Je pense que c'est l'erreur qu'on a fait. Donc ça, c'est en termes d'organisation. Je pense que c'est toujours important de rester... en fait très à l'écoute de tous vos collaborateurs, et quel que soit l'endroit où... Je vous donne un exemple qui est très caractéristique. On avait un patron logistique à l'époque qui nous avait fait des très beaux schémas, un peu consultants, en nous disant voilà, on va organiser les flux de transport de telle ou telle façon entre les entrepôts à telle heure, parce que ça va nous faire gagner tant de millions d'euros par an avec des tableaux savants et tout. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie un peu de la personne qui réfléchit à 3-5 ans. Puis en même temps, il y a la personne qui remplit le camion dans votre dépôt, que vous connaissez depuis le départ, qui vous dit ah, monsieur Thierry, c'est bizarre parce qu'au début, vous me disiez de remplir le camion à fond, et là, des fois, les camions, ils partent vides. Vous voyez, donc c'est... Et la réalité entre la personne qui va faire son plan stratégique, qui est très séduisant sur le papier, et puis le terrain, mais vous écoutez peut-être pas assez. Donc ça, je pense, c'est l'erreur qu'on a vécue. C'est intéressant de vous entendre là-dessus, parce que quand j'ai écouté certaines de vos interviews, on a l'impression que la crise est arrivée à cause de l'introduction en bourse, ce qui n'est pas forcément le sujet finalement. Non, alors l'introduction en bourse, non, c'est pas cause, parce que l'introduction en bourse nous a servi énormément aussi, donc je vais pas cracher sur quelque chose qui nous a servi. Là, c'est sûr que ça a été une période depuis 2 ans moins agréable, mais ça a été aussi, ça nous a permis de faire un beau deal avec Steinhoff, un beau deal avec Carrefour, ça nous a permis de faire des acquisitions, ça nous a permis d'engager des gens parce qu'on avait du capital, enfin... Bon, ça nous a permis plein de choses positives, donc ce sera assez facile de dire que c'était pas bien. Par contre, la bourse nous a emmenés dans un schéma de croissance. C'est ça. Et effectivement, dans un schéma où il fallait délivrer ce que l'on avait promis au marché. Je pense qu'on a promis énormément de choses de façon très précise, et je pense que c'est l'erreur aussi qu'on a faite. Et quand on n'a effectivement pas délivré ce qu'on avait promis, on a eu très vite des sanctions. Et je pense que la bourse, je pense que c'est un élément quand même important, parce qu'à la fin aussi, c'est une possibilité de sortir des investisseurs, et donc de rester maître de votre entreprise avec un capital réduit. Donc c'est aussi très intéressant, vous pouvez faire des acquisitions, enfin, c'est un modèle très vertueux, mais on a peut-être trop focalisé sur ce schéma de croissance, et on aurait dû, à mon avis, à l'introduction, dû être plus sur un schéma peut-être plus raisonnable, expliquer ce qu'on faisait, donner plus de pédagogie, parce que assez étonnamment... les gens connaissaient très peu ce modèle. Donc, oui, et puis le temps de la bourse n'est pas le temps de l'entreprise. Non, le temps de la bourse, il ne faut pas raisonner au trimestre. On a pu le faire. Et du coup, les équipes se sont collées à effectivement ce temps, se sont collées à cette stratégie. Donc du coup, notre directeur financier, par exemple, était beaucoup plus préoccupé par le truc à 3 mois.
par structurer et investir dans un dépôt à, je dis n'importe quoi, à 2 ans, parce que la portée n'était pas la même pour le marché. Or, il aurait fallu se dire, voilà, à 2 ans, on a ça, donc forcément, on va passer par là, là et là. Vous voyez, donc ça, on a appris, c'est la première fois qu'on a introduit une bourse, une boîte en bourse, et donc je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Mais on regrette pas, et je pense que ça reste une bonne chose. Bien sûr, parce que vous avez eu un temps de réactivité très court finalement quand vous vous êtes senti en crise, vous et votre associé. Vous êtes parti presque au combat en vous disant... on a mis 2 ans quand même. Hein. Oui, on a mis 2 ans à redresser. La réactivité a été quand même relativement rapide. Il y a des gens qui se laissent un peu porter par la crise, enfin pas porter, mais qui voient pas le truc arriver vraiment trop rapidement. Et même si vous avez mis 2 ans, ça vous embête de revenir sur cette période? Alors pas dans les détails, mais juste stratégiquement, comment vous avez... Voilà. Stratégiquement, on est revenu... Alors déjà, on s'est séparés quasiment d'intégralité du COMEX de l'époque. Ouais. On a repris en direct un certain nombre de postes stratégiques. Donc en direct, vous deux, c'est-à-dire avec votre associé. Donc la finance, les opérations, notamment le commerce, à peu près, qui avait vraiment failli pendant cette période, et dans lequel il fallait aussi des garde-fous. Il n'y avait pas assez de garde-fous. On a ensuite très vite recruté un nouveau directeur financier qui, pour le coup, qui est toujours là, qui est François Lecassiano, qui est DG maintenant de l'entreprise, qui lui était à l'époque directeur financier de Jiffy. Donc Jiffy, c'est 2 milliards d'euros, je crois, de chiffre, 200 millions de chiffre d'affaires, avec des tout petits chiffres d'affaires. Donc, ça veut dire que lui était très concentré, pour le coup, à l'inverse de l'ancien, sur l'interne. Lui, on lui a demandé effectivement de mettre les garde-fous, un contrôle de gestion très fort. D'accord. Puis après, on s'est attelé à 10 chantiers stratégiques avec mon associé. Donc il y avait un chantier sur la qualité, il y avait un chantier sur comment réduire les délais, enfin vraiment des chantiers strates, avec des ateliers hyper réguliers. Et ces ateliers, ce qui était intéressant, c'est que on incluait à la fois des managers qui étaient directement reliés, mais en même temps des gens qui pouvaient être à 5 ou 6 niveaux de nous, mais qui avaient un rôle dans le chantier. Ce qui nous a permis, pendant cette phase, parce que finalement, on ne voyait pas qui y avait dessous, d'aller beaucoup plus loin et de voir régulièrement une centaine de personnes dans l'entreprise. Bien sûr. Donc ça a été très vertueux, avec un rythme et une prise de décision très rapide. Donc voilà, donc après, on a pris des décisions aussi très dures, très vite. Ça, c'est parfois pas simple. Ce pays, on le coupe, ce pays, on le coupe, ce pays, on le coupe. Ouais. Ce type de vente, on ne le fait plus parce que, OK, ça fait du chiffre d'affaires, mais en marche, c'est dégueulasse. Donc voilà, ce dépôt sur lequel que l'on avait projeté à 3 ans, c'est trop d'investissement, trop de risques. On l'arrête. Quitte à payer 1 million pour l'arrêter parce qu'on s'est engagé, mais on l'arrête. On a pris beaucoup de décisions comme ça qui n'ont pas eu un effet tout de suite parce que, quand vous vous séparez de personnes, ça prend du temps, et puis après, le temps de trouver les nouvelles, etc. Mais pendant 1 an, ça a été vraiment les mains, et puis on a commencé à sentir les effets fin 2020, où on avait une structure très légère, on avait une bonne visibilité, des bons outils, un directeur financier qui avait pris la main, qui avait mis en place un super contrôle de gestion, on avait une vision extrêmement précise de ce que rapportait chaque vente en termes de marge, non pas en termes de chiffres. Et ça, c'est un point essentiel. On peut se dire comme ça, on arbitrait beaucoup mieux. On arbitrait à la marge et plus au chiffre d'affaires. Et donc voilà, et on a bossé comme des chiens pendant 2 ans. Et puis après, voilà, le Covid est arrivé, donc sur une structure très saine. Beaucoup d'activités, structure très saine, et tout est parti très vite. Juste l'idée en fait de ce plan de restructuration, parce que c'est un plan de restructuration, il vous est venu de vous deux ou vous êtes entouré de gens fondamentaux? Tous les deux. Tous les deux, parce qu'on s'est dit... Par pure connaissance de votre entreprise, en fait. Exactement, on n'a plus rien fait de stratégique. D'ailleurs, maintenant, il faut se poser des questions, mais globalement, on s'est dit, on va se concentrer. Qu'est-ce qui va pas? Là où c'est défaillant. Donc, il y avait une défaillance sur la finance, sur les outils de suivi. Il y avait une défaillance sur le commerce. On s'était un peu endormi. On n'avait pas de marque nouvelle. Une défaillance sur les opérations. On avait vu trop large, trop de coûts. Et on s'est vraiment consacré. On est rentré dans les sujets. Comme on s'était séparé du COMEX, du coup, on voyait les managers qui étaient en dessous. Donc, on a vraiment mis les mains, établi un plan. Et j'ai vu que, après cette période-là, donc c'était, c'est ça, premier semestre 2020, vous redevenez, vous atteignez la 5e place de site de mode en termes de part de marché, c'est ça? Ouais, je crois. Il y a eu plusieurs classements, donc j'ai pas fait, mais c'est ça, je crois. Mais on va dire que vous êtes juste derrière Vinted, qu'on connaît tous. Vous avez, je crois, remboursé votre prêt garanti par l'État. Alors oui, on l'a remboursé 35 millions d'euros. Post-Covid, c'est-à-dire que effectivement, alors attendez, parce que je sais jamais, avec ce Covid, on sait jamais. On oublie les 2020, 2021. Donc c'est ça, 2021, on a remboursé notre prêt en 2021.
Et donc, vous affichez des résultats exceptionnels, finalement. Ouais, très bon. Ouais, très bon. Donc, parce que du coup, structure très saine. Structure saine, très bien pilotée. Notamment des choses à risque comme les achats fermes ou qui ont pu nous mettre un peu mal dans le passé, les opérations. Bonne équipe de management qui est à la fois une équipe qui a de la vision, mais en même temps qui est dans le quotidien. Ça, c'est très important. Qui n'est pas juste sur des slides à 3 ans. Donc, des gens qui sont dedans, dans une connaissance précise de leur métier. Et puis, du coup, aussi un sursaut lié au Covid qui nous a fait vraiment gagner des parts de marché très vite. Donc, oui, plutôt tous les signaux sont alignés pour dégager de bons chiffres. Et qu'est-ce que vous vous dites? Remember how intimidating it was to start investing? Now you can make it easier for the new investors in your life with the new Schwab Starter Kit. When they open an account, they'll get $101 to split across 5 of the largest U.S. stocks, plus tons of other helpful resources. It's Investing 101 reimagined. To learn more about Schwab Starter Kit, go to schwab.com/starterkit. À ce moment-là, vous, personnellement... Moi, personnellement, je me suis dit, voilà, ça fait 15 ans. J'avais des envies de faire d'autres choses depuis un certain temps. Je faisais déjà d'autres choses en parallèle. Oui, on va en parler. Je me suis dit, c'est le temps en l'occurrence, je ne serais pas parti tant que la boîte allait mal. Il était important pour moi de la redresser. La redresser, ça veut dire lui redonner une trajectoire de croissance, la mettre en table avec une bonne équipe de management et générer du cash. Et surtout qu'elle puisse rouler sans vous. Et qu'elle puisse rouler sans moi. Voilà. Et donc, j'ai estimé, effectivement, en septembre de l'année dernière, donc 2021, qu'il était temps pour moi de passer la main parce que je trouve qu'effectivement, 15 ans, c'est très long dans notre métier. On fait du retail à la fin. On n'est pas une start-up. Donc, c'est très, voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a des entrepôts, c'est des millions de produits, des millions de commandes. Donc, c'est une approche industrielle qui aussi me convenait un peu moins. Moi, je suis plus créateur et donc gestionnaire. Ça m'emmerdait à la fin, honnêtement. Même si je l'ai fait parce que ça me semblait extrêmement clé que l'on retourne cette boîte. Bien sûr. Voilà. Mais vous restez président du conseil d'administration. Je suis vice-président du conseil d'administration. Vice-président, pardon. Tout à fait. Et je reste au conseil d'administration, mais je suis plus du tout opérationnel. Vous avez toujours eu cette fibre, finalement, on va en parler, parce qu'aujourd'hui, vous avez pris un virage, comme je le disais, à impact positif ou impact, ou je ne sais pas quel est le terme exact. Mais c'est vrai que dès le début, vous avez quand même eu une envie de transmettre. Enfin, vous avez créé une école, je crois, en parallèle de la création. Enfin, je ne sais pas si... Je sais pas si c'est vraiment au moment de la création, mais c'était une école de e-commerce. Vous êtes intéressé très vite à l'écosystème des startups, puisque vous avez créé aussi un incubateur, je crois. Quelle a été, si vous voulez, cette pulsion? Enfin, pourquoi vous êtes dit, il faut que je crée une école, faut que Parce que là, aujourd'hui, ça paraît logique, parce que beaucoup de gens l'ont fait, mais peut-être qu'à l'époque, c'était moins logique, c'est-à-dire d'investir dans un incubateur, etc. Pourquoi vous avez fait ça? Il y a plusieurs sujets là-dedans. Je pense que, alors Showroom, moi, c'est ma 4e entreprise en fait. Donc déjà, j'aime créer, j'aime j'aime bien quand c'est au début un peu imparfait et dans lequel il y a, c'est vraiment ce que je préfère dans la vie d'une entreprise. Et donc du coup, je suis toujours, ça fait 20 ans que je suis très au contact de l'écosystème entrepreneurial français. Vous êtes partout, on va en reparler. Je suis vraiment dans beaucoup de choses, effectivement. Je suis dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets. J'investis aussi depuis 10 ans dans des startups à raison de entre 10 et 20 entreprises par an, donc c'est beaucoup à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, d'un point de vue purement égoïste, intellectuellement, je trouve ça génial d'aller sur des sujets, d'explorer, je sais pas moi, des secteurs, des métiers, des modèles économiques, des équipes. Enfin, je trouve ça chouette, quoi. Ça m'amuse. Patrimonialement, c'est aussi une façon de travailler mon patrimoine. Et puis, je trouve qu'en plus, il y a du sens à faire ça parce que au fond, l'expérience qu'on peut avoir, elle sert énormément quand on lance une boîte, quoi. Et sur l'école de e-commerce, en l'occurrence, ça vous servait aussi pour l'entreprise. Alors l'école, c'est un petit peu différent. À la base, c'est un projet purement philanthropique. C'est une fondation. D'accord. L'idée étant qu'on voulait travailler un peu l'inclusion et on avait l'impression. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment, quand on sortait de Paris. À l'époque, en tout cas, il y a 9 ans, des vraies sessions où il y avait des gens qui n'avaient pas accès, d'égalité. Donc, je me suis dit, on va créer une fondation, ça va être purement philanthropique, donc gratuit pour les apprenants, dans lequel on va héberger une école. Et cette école va former des personnes décrochées, qui ont été décrochées du numérique. Et
petit pied-nez, on va les former par le numérique à retrouver un emploi. Donc c'était des chômeurs longue durée, des gens qui avaient fait des parcours différents, qui s'étaient un peu trompés. Et donc on a créé cette école qui se trouve à Roubaix, donc dans une ville un peu dont on a parlé récemment, mais qui est qui est une ville incroyable parce que c'est à la fois la ville la plus pauvre de France, 40% au-dessus du seuil de pauvreté, et en même temps une ville qui est riche architecturellement, culturellement. Voilà, on parle aussi du modèle bec français. Donc c'est vrai qu'on le dit pas assez. C'est une ville très étonnante, mais moi j'ai rencontré aussi le maire que moi j'ai trouvé vraiment génial, qui est un ancien entrepreneur. Et puis on a fait ça. Alors, on avait des salariés aussi à Roubaix, et on a créé cette école à Roubaix parce que ça m'intéressait plus de le faire dans une ville dure, quoi. Donc, bien sûr. Vous avez embauché des gens ensuite qui étaient issus de cette on a à la fois, alors on a embauché une équipe pour créer l'école. Mais c'est aussi des salariés de chambre privée qui donnent de leur temps pour aller former les élèves. On a une centaine d'apprenants à peu près par an. Donc 85% sont soit trouvent un emploi, soit reprennent des études. Donc on considère que c'est plutôt pas mal. On a recruté des gens. Alors exactement maintenant, je sais plus, mais oui, on recrute. L'école, elle existe encore aujourd'hui. Elle n'était pas forcément faite. Oui, bien sûr. Elle n'est pas forcément faite pour showroom. Hein. C'est une école. Donc, c'était génial. On l'a dédié au métier du e-commerce parce que dans le e-commerce, il y a pléthore de métiers. Il y a du marketing, il y a de la technique, il y a de la logistique, il y a de la photo. Et donc on se dit, et puis c'était avec l'ADN de showroom. Donc ça c'est l'école. Elle tourne encore. Là j'y vais d'ailleurs mi-avril pour rencontrer les apprenants. J'essaie de les voir chaque année. Et c'est très chouette. Donc j'ai aussi, à côté de l'école, moi bien sûr mis en place mon réseau, soit d'entreprises du Nord, soit de start-up, pour créer des synergies. Et les apprenants vont pouvoir aller passer une journée chez Google à Paris, ou alors avoir des stages dans les entreprises du Nord. Donc l'école est très bien, ça fonctionne très bien. Et puis l'incubateur, alors il y en a au sein de chez Showroom, qui est Look Forward, qu'on a créé il y a 7 ans. L'idée, là, c'était à l'époque, moi, j'avais l'impression que mes salariés s'endormaient un peu dans un confort de grand groupe, et je m'étais dit, peut-être naïvement, que c'était pas mal de les remettre au contact de start-up, de difficultés, de gens qui n'ont pas de moyens, qui doivent être malins. Et donc, l'incubateur, c'est pareil, était au sein de Showroom, et l'idée, c'était que toutes les sociétés incubées avaient le droit à des crédits d'heures à dépenser dans l'entreprise auprès de collaborateurs. Donc, par exemple, une start-up qui voulait se lancer en Italie, allait passer 2 heures avec le responsable italien qui allait lui donner des contacts de l'expérience. Génial. Et donc, c'était aussi un projet RH. L'incubateur fonctionne aussi très bien. C'est la 8e promo avec des très beaux succès comme Ivancy, par exemple, Anka, qui est l'anciennement Africrea, qui sont des belles boîtes maintenant. Et c'est cool. C'est impressionnant. Donc, en octobre 2021, vous sortez de l'opérationnel de showroom privé. Et puis, alors, je le répète encore, vous prenez vraiment du temps pour votre partie business angel. Et j'ai l'impression que vous êtes dans tous les coups, c'est-à-dire que vous êtes chez 50 Partners, Entreprendre et Plus, Sparkling Partners, et là, depuis le 10 mars, si je ne m'abuse, c'est Made for All. Oui. Donc, c'est à la croisée de l'investissement et de la philanthropie, c'est une structure d'investissement, mais c'est également ce qu'on appelle un fonds de dotation. C'est ça. Est-ce que ça vous embête de nous en parler peu justement, ce double aspect qui est intéressant parce que finalement, j'ai entendu parler de fonds impact. Il y en a déjà quelques-uns. Mais là, c'est ce double visage qui est intéressant. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels je suis associé et que je fais avec des associés, 50 Partners par exemple, le Galion, on vient de lancer un fonds, Sparkling qui est un incubateur. Et plein d'autres, vous les avez cités, et des startups en direct, comme Back Market ou encore Store, par exemple. Mais moi, je voulais continuer et en fait mettre un peu de corps à travers tout ce que je faisais, j'aimais faire ou je voulais en faire encore plus. Et donc, j'ai créé ce projet Made for All, effectivement. Made for All a un double aspect. À la fois une structure d'investissement dans les projets d'impact et un fonds de dotation purement philanthropique, avec un biais très fort sur l'inclusion, d'où le Made for All. Inclusion sociale, territoriale, personnes handicapées et intergénérationnelles. C'est des sujets qui me touchent et puis souvent c'est des choses de personnelles qui viennent d'une expérience, qui font que vous avez envie de vous investir sur des causes qui vous touchent. La structure d'investissement, elle investit à peu près à 80% dans des projets d'impact que sont donc transition écologique, consommation responsable, production responsable, éducation, santé, loisirs pour tous principalement. Donc là récemment par exemple, je viens de faire Each One, qu'on va annoncer aujourd'hui. Vendredi, on a fait Cantu, qui est un outil de cartable numérique inclusif dans les classes.
Je regarde un réseau de crèches pour enfants autistes, par exemple. Moby Travel. C'est intéressant ça, parce que j'ai interviewé une maman d'autiste récemment, et un réseau de crèches pour enfants autistes, ça n'existe pas. Voilà, non, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une et on va essayer de la développer en réseau. Moby Travel, qui est Airbnb du handicap, qui est une très belle boîte qui fait déjà 3 millions. Donc bref, tout un tas de projets dont j'attends quand même. Alors, j'attends peut-être pas forcément que ce soit des licornes, mais j'attends que ce soit des sociétés qui puissent vivre par elles-mêmes. Et puis surtout créer de l'impact. Mais quand je vois Moby Travel qui fait voyager plus de 10 000 handicapés par an, je me dis, ça y est, on touche quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est la projet impact. Alors, je me garde quand même, parce que je veux pas être un ayatollah non plus, 20-30% d'investissement dans des projets autres, mais dans lequel j'attends soit qu'il y ait une femme fondatrice, ou soit un partage équitable de l'actionnariat entre les salariés. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, j'ai investi récemment dans Joli Moi, qui est une structure, Isabelle Rabier, pour ces raisons-là. À côté de ma structure d'investissement, alors je dis structure d'investissement parce que je suis le seul à financer. Je dis pas fonds d'investissement parce que fonds, souvent, c'est plusieurs personnes et des LP qui... La structure, c'est que moi. Vous investissez sur mon patrimoine. Sur votre patrimoine. Exactement, tout à fait. Et à côté, j'ai le fonds de dotation, où là, c'est purement philanthropique. Et ce que je fais déjà depuis des années, mais j'ai voulu mettre un peu plus de sens à une équipe, où là, je vais financer, par exemple, une association qui aide les réfugiés à Saint-Clour comme Pierre Claver, le Village des Enfants Extraordinaires, qui sont des lieux dédiés aux enfants handicapés, fait par Emmanuel Sioui. Donc, tout un tas de projets comme ça, mais aussi, j'essaie d'avoir parfois des interactions entre les deux. Par exemple, Moby Travel, dans lequel j'investis via ma structure d'investissement, pourrait avoir besoin d'une étude pour quelque part aider sa mission à inclure plus de personnes handicapées dans le tourisme. Ça, c'est plus le fonds de dotation qui va financer l'étude. D'accord. Voilà. Quand cet argent, ma question est un peu directe, mais à partir de quel moment on se dit, à un niveau de fortune atteint, j'investis, je réinvestis, etc. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup le font, mais en tout cas pas avec la même vision que vous, qui est assez rare finalement, et tout à votre honneur. Mais voilà, je trouve que la démarche de se dire, plutôt que de dormir sur mes millions, je vais les réinvestir, etc. Qu'est-ce qui vous motive vraiment ? Moi, je pense que je suis loin d'être le seul, en fait. Quand même. Vous voyez, Pierre Edouard Sterrin, par exemple, sûr, il y en a pas mal. Tout son patrimoine. Non, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà... j'ai bientôt 50 ans, puis vous savez, j'imagine qu'on se pose des questions. J'ai effectivement très bien gagné ma vie et j'aurais envie de dire c'est presque trop. Enfin, on peut pas dire ça, mais moi je viens d'une famille ouvrière, donc je peux aussi vivre avec très peu de choses, de moyens. J'aime bien mon confort et tout, mais je me dis que ça doit être un peu utile. Et j'ai pas forcément envie que tout cet argent aille comme ça, mes enfants sans rien, et qu'ils apprennent pas ce que ça veut dire le travail. Donc voilà, et j'ai pas non plus envie de les mettre. C'est simplement, je me dis, dans ce beaucoup trop, je vais en prendre une partie pour essayer de financer des causes qui m'intéressent, pour essayer de financer les entrepreneurs, mais aussi pour me faire plaisir. Je regarde des choses. Par exemple, j'adore le tennis, un tournoi de tennis à racheter. Vous voyez, je suis pas non plus ayatollah de l'impact, mais ce que je veux dire, c'est que je considère que ça sert à rien, effectivement, au moment d'être dans la tombe, vous savez, et de se dire on les emporte pas avec nous. J'ai tout ça, ça sert à rien en fait. Donc je me dis plutôt, on fait profiter les proches, on en fait profiter aussi des entrepreneurs qui ont des super beaux projets, qui ont des belles visions, qui ont des belles missions, et encore plus d'entrepreneurs impact, parce que je trouve que parfois, moi j'ai pas envie de financer. C'est des gars qui sortent d'école de commerce, qui ont des égos grands comme ça, et qui se disent qu'ils veulent révolutionner le monde, et qui pensent qu'il y a un truc purement capitalistique. Alors, ok, très bien, mais ça m'intéresse plus. Donc voilà. Où j'en suis, je sais pas si c'est les 50 ans ou autre, mais non, mais c'est intéressant de vous entendre là-dessus, parce que c'est aussi beaucoup d'entrepreneurs quand même. Et je suis peut-être partie des bons réseaux. Je trouve par exemple chez 50 Partners, qui sont vraiment mes potes, avec qui on a créé un incubateur impact. Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. C'est pas par contre forcément ceux qui parlent le plus, et ceux qu'on voit le plus. Ils sont discrets. C'est ça. Discrets. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le secteur que vous connaissez parfaitement, à savoir la seconde main, enfin la mode au sens général? Ma question est un peu bateau, mais quand même ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. C'est vraiment on est entre le mass market, les grosses machines, les très très gros retailers, et finalement un marché qui commence à émerger, la seconde main, etc. Quel regard vous apportez là-dessus? Est-ce que vous pensez que demain toutes les
toutes les marques de mode vont mettre en place un système de seconde main? Alors moi, je pense que la responsabilisation, soit sociale, soit écologique des marques de mode ne passe pas que par la seconde main. Passe évidemment par la seconde main, mais quelque part dans la seconde main, il y a une partie de la valeur qui leur échappe. Ça passe par des fibres. Par exemple, il y a tout un tas de startups qui travaillent sur des fibres de vêtements responsables. Ça va être par une localisation de la production plus proche. Ça va être beaucoup plus de normes et d'éthique dans la façon de produire. Ça va être donc il y a quand même aussi. Est-ce que c'est produire moins? Ouais, produire moins ou produire différemment. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on produit peut-être plus responsable, vous voyez, localement, avec quelque chose de respectueux de l'environnement, qui vont pas salir les sols, qui vont pas. Moi, je pense qu'il y a différentes façons d'aborder. Il y a la seconde main, mais c'est un axe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement la fin du mass market comme on l'a connu. On produit en Chine ou au Bangladesh, on s'en foutant complètement d'usines dans lesquelles l'enfant travaille, avec des teintures qui vont pourrir des nappes souterraines pendant des dizaines d'années. Ça, c'est fini. Ça, c'est clair. Ça ne peut plus exister. Et donc, quelque part, il y a tout un tas de sujets là-dedans. Il y a aussi la réinvention, quelque part, des points de vente. Est-ce qu'on a besoin d'autant? C'est des sujets qui sont hyper intéressants. Et je ne parle pas de sujets encore plus futuristes, par exemple, comme j'ai vu ça, moi, en Silicon Valley, sur des imprimantes 3D, alors qu'ils valent plusieurs millions de dollars à l'époque, mais on sait que dans 15 ans, ça sera accessible, qui sont capables de faire de la fibre. Et donc, en gros, plutôt que d'aller acheter votre godage chez Nike, vous allez la fabriquer vous-même. Mais avec le même rendu. Incroyable. Et donc, quelque part, Nike, plutôt que de vendre des godasses, peut-être avec ce modèle, va travailler plus sur des modèles de licence. Enfin, vous voyez, ça, c'est encore plus futuriste, mais ça peut être ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les marques, je pense qu'effectivement, il y a eu toute une tendance très forte sur l'ultra-consommation, le mass market. Ça ne passe plus. Bien sûr. Et je pense qu'il y a encore plus porté par les générations actuelles. La seconde main a trouvé très vite un essor parce que c'est quelque part plus simple que de produire des nouvelles fibres relocalisées. Mais je pense que c'est un mouvement de fond qui va se passer chez les marques. Quel conseil vous donneriez? Encore une fois, c'est une question bateau, mais j'aime bien savoir quand les premiers trucs qui sortent comme ça, c'est ou peut-être le meilleur conseil qu'on vous a donné quand vous étiez en pleine crise. Prise de décision très rapide, très courte. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que on n'a pas le temps de faire des business plans, d'attendre 3 mois qu'un truc en attendant 2. Faut être rapide. Faut être très rapide, quitte à faire des conneries, mais au moins c'est décider très vite. Et en plus, les gens, je trouve, attendent de vous dans ce moment-là que vous décidez très rapidement. D'accord. Ça peut être de l'intuition, ça peut être, mais il faut y aller. Voilà. Votre dicton préféré, est-ce que vous avez un dicton préféré? Ouais, moi j'aime bien une phrase d'un, je sais plus si c'était Aristote d'ailleurs ou tout, mais c'est changer non pour ne plus être, mais pour devenir ce qu'on n'est pas encore. Ça, je trouve que c'est toujours chouette. Magnifique. Parce que le changement, on en a toujours peur, mais en fait, très vrai. C'est mieux Magnifique. De se dire que c'est voilà. Je finis toujours mes interviews par les mêmes questions. Est-ce que vous auriez un coup de cœur récent? Ça peut être je sais pas, un livre, une série, une chanson, une entreprise peut-être éventuellement, un projet, un voyage. Ouais, alors c'est assez marrant, mais j'ai eu un gros coup de cœur, absolument rien à voir dans tout, sur le doc sur Orelsan de Prime, où j'ai sur Amazon Prime. Alors je connaissais bien, j'aimais bien Orelsan et je suis rentré dans ce doc, je l'ai fait en une nuit. J'ai adoré aussi ce que ça raconte. Je l'ai pas vu encore. Sur quelque part des gars complètement loose depuis 20 ans et qui montent tout en haut, qui redescendent aussi après toute la polémique et qui reviennent. Toute une histoire d'amitié extrêmement forte avec ce frère qui est sûr que Orelsan va devenir quelqu'un et filme depuis 20 ans. Enfin, tout est dingue. C'est une super belle histoire d'amitié et de famille. C'est très sain. Enfin voilà, je vais le regarder. Voilà. Un coup de gueule éventuellement. Ça peut être global, hein. C'est pas uniquement... Ouais, un coup de gueule, moi je trouve c'est sur Moi vraiment, je n'en peux plus de la mégalomanie de certains entrepreneurs sur LinkedIn qui vont passer des plombes à raconter tel ou tel truc, mais en fait, franchement, on s'en fout, quoi. On s'en fout, on s'en tape. Et c'est juste ça, juste leur dire, mais on s'en tape de ce que tu as fait, C'est beaucoup de culte machin. de soi, en fait. C'est le culte de soi. Ça, moi, ça me saoule. C'est le culte de la personne. Je fuis vraiment ce type d'entrepreneur.
Et c'est à la rigueur, c'est pas grave parce que c'est comme une toute petite partie. Hein, attention, les entrepreneurs, je trouve que la plupart ont des bonnes valeurs, mais franchement, j'en peux plus, quoi. Ça me fatigue. Je comprends. Est-ce que vous avez un regard sur la France particulier, une vision de notre pays, quelque chose que vous voulez nous dire Je sais pas, moi je suis très là-dessus. Mais c'est pas politique à chaque fois. Non, mais sans être politique, je trouve qu'on a un chouette pays et qu'on a toujours un peu tendance à oublier qu'on a un chouette pays, à dire que ça va pas. Voilà, je trouve qu'en ce moment, la question, elle est pas vraiment. Enfin, je pense que le contexte, cette crise sanitaire et l'Ukraine, qui moi m'a vraiment beaucoup. Enfin, je pense, j'ai beaucoup touché. Je sais pas, moi je me dis qu'en France, il y a des gens. Moi, mes parents, par exemple, ma mère m'a dit, elle m'a appelé toute contente parce qu'elle va prendre dans son petit village des réfugiés ukrainiens. Elle se pose pas la question de la difficulté, de se dire. Et je lui dis, maman, mais tu sais, tu vas devoir. Oui, mais c'est pas grave, je parle pas, mais on se débrouillera. Et je me dis, putain, mais il y a des gens comme ça en France et c'est cool, quoi. Thierry, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose éventuellement? Je ne sais pas. Non. Mais merci en tout cas pour notre échange. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importants pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.